Donc, pour démarrer, je vais donner la parole à Monsieur Boileau, qui est directeur de cabinet de Madame Aubert, la préfète de la zone de défense Est, zone de défense et de sécurité Est. Et puis ensuite au docteur Catherine Guyot en tant que médecin référent radicalisation de l'ARS Grand Est. Et je continuerai ensuite pour dire un mot de présentation du réseau Virage. Et le programme de la matinée se poursuivra derrière. Monsieur Boileau, si vous êtes prêt, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup, Madame Rideau. Je suis prêt. Bonjour à vous. Je salue le docteur Guillaume qui représente l'ARS Grand Est aujourd'hui pour ce webinaire et puis tous les représentants des établissements de santé de la région qui ont pu se connecter ce matin, en remerciant à nouveau Virage pour l'organisation de ce webinaire qui est à l'attention des personnels de santé, qui est pour nous extrêmement important parce que c'est la concrétisation du partenariat que l'on a depuis un peu plus de 2 ans maintenant entre l'ARS, le réseau Virage et la préfecture de zone. Il est toujours important que l'on puisse échanger sur nos cultures professionnelles et puis présenter un petit peu nos dispositifs et nos pratiques qui sont par nature différentes, mais pour lesquelles il est important autant que possible de rejoindre dans un objectif commun. Quelques mots de présentation de la préfecture de zone, mais très rapidement, mais pour que tout le monde l'ait en tête, puisque c'est une structure qui est relativement méconnue, pour le dire de manière diplomatique. C'est à peu près, il n'y a pas vraiment de monde qui sait ce que c'est ni à quoi ça sert. Donc, la zone de défense est implantée physiquement à Metz, compte un petit millier d'agents. C'est une préfecture qui est spécialisée dans la coordination des politiques de sécurité et de défense, mais à l'échelle d'un territoire assez vaste, puisque la zone de défense regroupe les 18 départements des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, ce qui nous donne un terrain assez vaste à couvrir, mais c'est pour que tout le monde ait en tête, et c'est pour ça que on est sur les sujets de sécurité et de défense, interlocuteur privilégié de l'ARS Grand Est, qui nous occupe aujourd'hui, mais des 2 ARS quand on est en format zonal. Rappeler l'importance de ce webinaire aujourd'hui, parce que les enjeux de radicalisation qui vont vous occuper sont malheureusement toujours d'actualité. Ils sont toujours majeurs, parce qu'on a tendance à l'oublier assez régulièrement, mais les attentats ne sont pas terminés. Il y en a régulièrement, quasiment toutes les semaines, qui sont encore déjoués par les services de renseignement, et malheureusement, il y en a encore qui sont commis assez régulièrement sur le territoire national, même si on les a moins en tête et qu'ils font moins parler, parce que, fort heureusement, ils font moins de victimes que la grande vague d'attentats qu'on a pu connaître en 2015-2016, où le mode opératoire faisait qu'on avait plusieurs dizaines de morts sur certains attentats. Bon, il y a eu encore récemment des attentats avec des morts à l'été 2020, mais encore très récemment des blessés. On peut citer bien évidemment, on a tous en tête, mais bon, l'attaque des policiers à Cannes il y a une dizaine de jours, mais il y a eu une attaque de gendarmerie la semaine dernière, et il y a d'autres modes opératoires. Alors heureusement, sans faire trop de victimes, parce que on tue moins de monde quand on est tout seul et qu'on attaque au couteau que quand on est 4 avec des gilets explosifs et des kalachnikovs, mais c'est le signe que ces problématiques de radicalisation à vocation terroriste ne sont loin d'avoir disparu et restent au cœur d'un certain nombre de préoccupations, sans parler de la situation internationale qui ne s'améliore pas forcément,
Il y a bien évidemment la situation en Afghanistan, mais pas seulement. Un certain nombre de problématiques en Irak et en Syrie qui continuent de provoquer des arrivées assez importantes de migrants sur le territoire national. Donc les migrants ne posent pas de difficultés de principe en termes de radicalisation, mais sur le lot, forcément, il y en a quelques-uns qui posent des soucis de sécurité. Des enjeux aussi qui sont forts et c'est important de le dire dans une période où l'état d'esprit est un petit peu oublié et d'avoir oublié les grands attentats de 2015-2016 sur les signalements de personnes susceptibles de présenter des signes de dangerosité, puisque on constate depuis un peu plus de 2 ans maintenant, et bon, la crise sanitaire donc on a traversé n'y est pas non plus pour rien, puisque bon, les Français ont quand même eu beaucoup d'autres préoccupations ces 2 dernières années, mais une forte baisse des signalements, ce qui veut dire que les autorités publiques, bien évidemment les personnels de sécurité, ne peuvent pas identifier des gens susceptibles de passer à l'acte si il n'y a pas des signalements sur un certain nombre de signaux faibles qui peuvent nous permettre de les identifier. Quelques mots spécifiques sur la santé, qui va être quand même l'enjeu de vos échanges et de votre présentation aujourd'hui. Et une nouvelle circulaire est sortie le 26 avril dernier, circulaire conjointe entre le ministère de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'Intérieur sur les relations, notamment entre les préfectures et les personnels de santé en matière de radicalisation. Donc, circulaire importante, structurante, qui précise un certain nombre d'éléments ou qui rappelle certains éléments. Je pourrais notamment rappeler la circulaire du ministre de la Santé du 31 décembre 2020, qui prévoit que les directeurs d'établissements de santé sont invités à désigner dans chacun de leurs établissements, donc ça fait du monde, mais un référent sur les questions de radicalisation qui doit être le point de contact privilégié avec les préfets de département. C'est un sujet important. Il y a un autre sujet qu'il est au moins autant, c'est la problématique des personnels, des personnes présentant des troubles psychologiques ou psychiatriques, mais qui sont radicalisés avec la fameuse dichotomie qui est parfois difficile à identifier entre la radicalisation dite convictionnelle et la radicalisation qui est davantage affichée et liée à des troubles psy. Donc, faire la différence, c'est parfois compliqué, mais c'est une vraie problématique puisqu'il faut avoir en tête que les chiffres qu'on a actuellement sur la zone de défense, c'est qu'environ un tiers des personnes fichées pour radicalisation présentent ou ont présenté des troubles de nature psychiatrique ou psychologique. Quand on dit un tiers, ça paraît neutre, mais on est quand même dans un contexte où ça représente environ 150 personnes. C'est loin d'être neutre à l'échelle de notre région. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire, rappeler et remercier à nouveau Virage pour l'appui qu'il peut vous apporter en termes de formation, en termes de sensibilisation, en termes de conseils, y compris dans vos relations avec l'autorité préfectorale et avec les structures de suivi des personnes radicalisées dans les départements que sont les groupes d'évaluation départementaux, les GED et les CETRAF. Voilà pour ces quelques mots d'introduction, en vous remerciant toutes et tous pour votre intérêt. Merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet. Madame le docteur Guyot, est-ce que vous êtes prête à prendre la suite ?
Je vais être très rapide parce qu'effectivement, les points essentiels ont été soulignés par Monsieur Boileau. Moi, je souhaitais très rapidement revenir sur les 2 dernières années qui, entre autres choses, ont vu le partenariat avec la préfecture de zone se mettre en place et donner une dimension régionale et vraiment intéressante dans les relations qu'on peut avoir à la fois avec le réseau Virage et les différentes préfectures de département. Et puis ces 2 années ont été quand même assez particulières puisque ça vous a pas échappé, il y a eu une crise sanitaire qui n'est pas terminée d'ailleurs, hein, mais qui a apporté une forte réduction du lien social avec des jeunes qui se sont isolés, qui ont consulté les réseaux sociaux puisque pour beaucoup c'était le seul espace de liberté qui leur restait et qui ont connu de cette façon un risque d'être enfermés dans leurs idées. D'autre part, le contexte sanitaire, en termes de campagne de vaccination, peut constituer un terreau pour l'émergence de théories conspirationnistes. Et c'est vrai qu'à l'ARS, où on reçoit un certain nombre de mails qui sont traités tous les jours, nous en sommes vraiment régulièrement les témoins. Donc c'est quelque chose qui perdure, malgré toutes les tentatives d'information qui ont pu être faites à la fois sur les sites nationaux, mais également dans les médias. Alors, en 2020, il y a eu le sujet de la lutte contre le séparatisme, avec la loi qui a été promulguée. Il y a un premier bilan, en effet, aujourd'hui en comité interministériel. Et cette loi a apporté un certain nombre de questionnements du type comment remonter dans le processus de radicalisation, jusqu'où on va, à partir de quand le fondamentalisme religieux met-il en danger la démocratie. Finalement, beaucoup de questionnements qui interrogent directement les pratiques des professionnels que vous êtes, hein, que vous soyez soignant ou pas, et qui motivent très certainement, au moins en partie, votre participation aujourd'hui à ce webinaire. Alors, Monsieur Boileau l'a rappelé, hein, cette menace, elle est toujours là, et régulièrement, des anniversaires comme celui de l'assassinat du professeur Samuel Paty, celui des attentats du 13 novembre, nous rappellent que c'est pas terminé, hein, que la menace reste là. Et j'en veux également pour preuve la mosquée qui a été fermée dans la Sarthe il y a quelques semaines. Ce qui fait que tous ces événements invitent les administrations publiques à poursuivre leur travail, donc dans tous les échelons du territoire, et nous invitent également à accompagner les professionnels de terrain qui œuvrent en matière de prévention, finalement, au plus près des populations. Donc là aussi, Monsieur Boileau y a fait allusion, hein, la circulaire du 31 décembre 2020, relative à la prévention de la radicalisation des agents employés je reprends mon souffle, par les établissements publics de santé et les établissements publics médico-sociaux. Donc cette circulaire que vous connaissez, elle avait pour enjeu d'une part d'assurer la sécurité des personnes et des biens, mais surtout de contribuer à prévenir et à lutter contre la radicalisation violente. Alors, tout en faisant preuve de mesure et de discernement pour ne pas, à l'inverse, basculer dans la discrimination. Alors, nous avons souhaité vous accompagner dans la mise en œuvre de cette circulaire et nous avons sollicité le réseau Virage formation. Alors, le réseau Virage, Madame Rideau va vous l'expliquer, c'est une dynamique partenariale avec un premier comité de pilotage qui a été mis en place il y a maintenant un tout petit peu plus d'1 an, sous l'égide de la préfecture de zone de défense et de sécurité Est et de l'ARS. Donc, de nombreuses institutions sont représentées dans ce comité de pilotage, donc les préfectures, les délégations territoriales de l'ARS, la PJJ, l'éducation nationale, l'enseignement agricole, l'administration pénitentiaire et j'en oublie. Donc, nous avons vraiment l'ambition partagée d'un partenariat de confiance entre tous ces membres et qui s'appuie sur le respect des prérogatives et des cadres déontologiques des uns et des autres. Donc les prérogatives du réseau Virage, bien évidemment, étant du champ de la santé mentale.
Donc, Monsieur Boileau vous a rappelé les chiffres, hein, pratiquement un tiers de pathologies psychiatriques dans les personnes radicalisées. Et donc, nous arrivons à cette session de sensibilisation qui a été bâtie dans le même esprit de dynamique partenariale. Donc, dans cette session, vous aurez un petit rappel sur les mécanismes de la radicalisation, le repérage et le signalement des situations inquiétantes, et puis la façon d'accompagner les personnes et les familles. Et je conclurai très rapidement en disant que finalement, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, c'est de ne pas rester seul avec une situation qui interroge, d'en parler en équipe, avec des partenaires, avec le réseau Virage, les services de sécurité, mais de ne pas rester seul. Je vous rappelle également que l'ARS dispose d'un réseau de correspondants radicalisation dans chaque délégation départementale. N'hésitez pas à les solliciter, ils seront à votre disposition pour toute question sur le sujet et à même de vous orienter en cas de besoin. Il me reste à vous souhaiter de bons travaux sur cette matinée et puis à vous remercier effectivement d'être aussi nombreux, ce qui démontre bien l'intérêt que vous portez à ces questions qui sont toujours malheureusement d'actualité. Merci beaucoup à tous deux pour ces propos d'ouverture qui pose effectivement le cadre de nos travaux à tous. Je vais vous dire un petit mot de ce qu'est le réseau Virage, donc qui effectivement fait l'objet d'un comité de pilotage de niveau régional depuis l'année dernière, mais qui existe depuis 2017. Donc l'ARS avait proposé au groupement d'intérêt public de la Maison des ados de Strasbourg de créer ce service spécifique qu'on a appelé Réseau Virage pour violence des idées, ressources, accompagnement Grand Est. Donc depuis 2017, on a lancé cette petite équipe qui s'est spécialisée au fil du temps et qui a vocation à intervenir sur l'ensemble de la région Grand Est. Ça veut dire bien les 10 départements que vous voyez là sur l'écran. Tous ces départements, même si d'un point de vue statistique, c'est maintenu au fil des années. C'est vrai que c'est peut-être à l'est de cette grande région que la problématique des radicalisations, et on le met bien au pluriel, est peut-être un peu plus accrue, mais il était important pour l'ensemble des institutions et notamment l'ARS que l'offre de services créée avec le réseau Virage soit bien à disposition de l'ensemble des professionnels de la région. Et donc, dans ce cadre-là, depuis 2 ans à peu près, on a de plus en plus de partenaires et notamment des psychologues libéraux avec qui on travaille dans différents départements pour être réellement accessible et disponible dans tous les départements. Et la visio, même si c'est un héritage du Covid, nous permet aussi d'être encore plus disponible parfois qu'on ne l'était auparavant quand on raisonnait plutôt entre présentiel et téléphone. Évidemment, c'est un réseau qui est appuyé aussi sur l'ensemble des maisons des ados. Donc, il y en a une dans chaque département qui sont clairement nos partenaires pour un certain nombre de nos missions. Cependant, c'est important de préciser quand même que les missions du réseau Virage ne se déploient pas que pour les 12-25 ans, comme c'est souvent le cas pour les maisons des ados, mais bien pour l'ensemble de la population qui peut être concernée de 0 à 99 ans. 3 missions clés nous ont été confiées donc par l'ARS en 2017 et renouvelées à partir de 2020. Une mission qui consiste en une mission d'accompagnement. Donc, nous accompagnons un certain nombre de situations individuelles de personnes, d'enfants, de jeunes, d'adultes, de familles qui sont concernées par ces problématiques de radicalisation
radicalisation violente. Cet accompagnement est mis en œuvre, le docteur Guillaume Corduan, qui est donc pédopsychiatre, référent médical du réseau Virage, en parlera tout à l'heure, par une équipe très pluridisciplinaire, à l'équivalent de ce qu'on trouve souvent en maison des ados. Donc, pour Virage, des travailleurs sociaux, des psychologues, une collègue qui est spécialisée en histoire des religions et en médiation ethnoclinique. On essaye d'être vraiment dans la dynamique très pluridisciplinaire pour ces évaluations ou ces accompagnements. Une soixantaine actuellement, on pourra en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Effectivement, plus souvent dans le Bas-Rhin, mais pas que, c'est quand même important de le dire. Et ça se déploie à la fois en direct, c'est-à-dire que dans certaines situations, c'est nous qui intervenons, et dans d'autres, on intervient de façon beaucoup plus légère en partenariat avec d'autres équipes. Une mission de prévention, on détaillera un petit peu tout ça plus tard. Une mission de prévention dans laquelle on s'est attaché à expérimenter et développer des outils et des stratégies de prévention qui sont de plus en plus mises à disposition du réseau des partenaires pour que les professionnels sur le terrain puissent mener des actions de prévention avec leur public. Et une mission de formation qui correspond à ce qu'on organise aujourd'hui ensemble et qui s'est développée au fil du temps. Je vais détailler un petit peu après sur l'ensemble de la région. Bénédicte, si tu peux me faire avancer le PowerPoint, merci. Donc, sur ces questions de formation en 2017, on a été présent essentiellement au moyen de journées d'études, donc sur les 3 grandes villes de nos régions. En 2018, on a essayé d'être présent sur tous les autres départements. Donc, à chaque fois, c'était des journées d'études qu'on organisait en territoire, en général avec d'autres partenaires, notamment les maisons des ados, mais pas seulement. Et puis, petit à petit, on a exploré au travers de ces journées d'études toutes sortes de thématiques qui recouvraient ou qui découlaient de ces questions de radicalisation violente. Et évidemment, depuis 2020, ça s'est transformé en webinaire puisque nous n'avions plus la possibilité d'organiser des journées d'études en présentiel. On en a fait 3 quand même encore, 4 de mémoire en début 2020. Mais depuis le printemps 2020, on n'est plus qu'en webinaire. Alors, on en a quand même organisé encore 5-6 de mémoire en 2020 et à peu près autant sur cette année 2021. Et donc, ça continue de se déployer sous cette forme. Alors, l'intérêt, c'est que ça nous permet de toucher, entre guillemets, des professionnels qui jusque-là n'ont pas pu venir à des journées d'études en présentiel. Mais on va voir pour la suite, dès qu'on pourra vraiment librement réorganiser des journées d'études ou des colloques en présentiel pour faire quelque chose de mixte et qui à chaque fois soit au moins filmé, rediffusé ou voire même diffusé en Zoom, en live, en même temps qu'une journée en présentiel. Les échanges entre professionnels en présentiel manquent quand même. Je pense que vous le vivez tous dans d'autres circonstances. Donc, on a le projet de reprendre les deux. Je vois la question sur l'équivalent dans les autres régions. Non. Alors, avec la préfecture de zone de défense et l'ARS, on réfléchit à ce qui peut se faire. De mémoire, il y a quand même quelque chose, un service en Bourgogne-Franche-Comté qui travaille sur des axes plutôt de formation. Mais pas forcément sur le pan clinique et prévention primaire, je crois. En tout cas, c'est un sujet pour la préfecture de zone de défense. Bénédicte,
Voilà, merci. Un site internet pour Réseau Virage avec un certain nombre d'informations et surtout la possibilité pour les professionnels ou pas d'ailleurs d'inscrire des mails, des adresses mail pour recevoir nos newsletters et nos invitations justement aux journées d'études et webinaires qu'on organise. À noter aussi une chaîne YouTube sur laquelle on diffuse les enregistrements des webinaires qu'on a fait depuis 2020, même quelques journées d'études auparavant de mémoire qu'on avait quand même déjà filmées, et puis des vidéos sur certains dispositifs, notamment Et si j'avais tort, qui sont disponibles aussi de cette façon en ligne. Des articles qu'on publie et qu'on diffuse dans des revues spécialisées, deux récents, notamment un qui est mentionné là, il me semble qu'il y en a un autre dont le docteur Corduan vous parlera après, mais d'autres plus anciens. On participe aussi à des ouvrages collectifs qui nous permettent de rendre compte de nos travaux en région, mais aussi de s'alimenter et d'alimenter des travaux plus internationaux et inter-équipes nationales. Donc, on participe notamment depuis quelques années aux travaux du RAN, qui est le réseau européen des professionnels qui travaillent sur ces questions de radicalisation. Je vais laisser la parole à Bruno Michon, qui va vous parler de laïcité et de sociologie des religions, puisque c'est sa qualification en tant que maître de conférences en sociologie et chargé d'études et de recherche à l'école de travail social de Strasbourg, les EIS. À moins qu'il y ait déjà peut-être quelques questions par rapport à ce que je viens de vous présenter sur les missions, le fonctionnement du réseau Virage. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'ARS et à la préfecture pour l'introduction, à Delphine Rideau pour l'introduction de mon propos. Je vais vous proposer aujourd'hui un petit tour autour de la question de la radicalisation. Comme l'a expliqué Madame Rideau, voilà, je suis sociologue des religions de formation, et je travaille avec le réseau Virage depuis le départ. Ce que je vais vous proposer donc aujourd'hui, c'est un petit retour sur le concept de radicalisation, puis de vous poser quelques enjeux actuels de la lutte et de la prévention, pour conclure sur un constat qui me semble important dans le réseau Virage, qui est celui du risque de polarisation de la société qu'engendre la question de la radicalisation. Alors donc pour commencer, de quoi parle-t-on quand on parle de radicalisation? Rappelons tout d'abord que le concept émerge de manière plutôt récente suite aux attentats du 11 septembre. Il s'agit à ce moment-là, dans le monde anglo-saxon d'abord, de donner du sens à une nouvelle forme de terrorisme appelée par les anglo-saxons le homegrown terrorism, désolé pour mon accent, soit le terrorisme domestique. C'est-à-dire un terrorisme issu de l'intérieur qui apporte une nouvelle composante à ce qu'on connaissait avant, c'est-à-dire le terrorisme extérieur, libyen, palestinien, qu'on connaissait dans les années 60-70. Le terme radicalisation est alors adopté pour qualifier de façon spécifique ce qui se passe dans la tête des terroristes occidentaux, avant que la bombe n'explose, comme le dit Peter Neumann, qui est un des pères fondateurs, un des penseurs de ce concept-là.
Peter Neumann insiste de la même manière sur le fait que l'avantage du concept de radicalisation par rapport à celui de terrorisme, c'est qu'il permet d'insister sur le comment plus que sur le pourquoi il y a terrorisme. C'est un avantage pour lui, mais c'est en même temps un problème puisque ça revient à mettre de côté les causes sociales ou politiques qui motivent l'acte terroriste pour s'intéresser à la trajectoire individuelle de la personne qui passe à l'acte. On reviendra là-dessus. Le concept de radicalisation émerge en Europe plus tardivement, suite aux attentats de Madrid, de Londres en 2004-2005. Puis en France, de la manière massive que vous connaissez, suite aux attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Dans les sciences sociales, le concept de radicalisation est discuté et critiqué depuis son émergence aux États-Unis. En France, par exemple, dès 2006, Annie Collovald et Brigitte Gaïti, deux sociologues françaises, explique ainsi que trop souvent ce concept est utilisé pour dépolitiser le concept de dépolitiser l'acte terroriste. Il est aussi utilisé souvent malencontreusement pour distiller la peur et la terreur. Le débat très médiatisé opposant Gilles Kepel et Olivier Roy sur la compréhension du djihadisme qu'on connaît qu'on présume sous le concept de est-ce que le djihadisme est la radicalisation de l'islam ou l'islamisation de la radicalité, c'est-à-dire est-ce que l'islam est central ou est-ce que l'islam est secondaire, est-ce que l'aspect religieux de cette radicalisation est central ou est-elle secondaire, hein? Vous avez certainement entendu parler de cette polémique. Donc, cette question-là est une deuxième ligne de clivage. Hein. Donc, première ligne de clivage, quelle est la place de la dimension politique de la radicalisation? Deuxième ligne de clivage, quelle est la place de la religion dans cette radicalisation? Troisième ligne de clivage, une ligne de clivage qui oppose l'approche anglo-saxonne et l'approche européenne de la radicalisation et de la prévention de la radicalisation. Dans l'approche anglo-saxonne, on laisse les groupes fondamentalistes non violents prendre la parole, voire même être acteurs de prévention, alors que dans la version européenne, c'est comme on l'a vu d'ailleurs par exemple récemment avec la loi confortant les principes et les valeurs de la République, on les condamne. Pourquoi cette différence? L'approche anglo-saxonne est en effet dirigée vers c'est une approche qu'on appelle comportementaliste, c'est-à-dire qu'on s'intéresse avant tout à l'acte, alors qu'en Europe, on appelle cette approche cognitive, c'est-à-dire qu'on s'intéresse d'abord à ce qui se passe dans la tête des gens. Naturellement, de ces deux approches découlent des politiques publiques différentes, comme on l'a vu par exemple avec la question des mouvements rigoristes, fondamentalistes et de leur place dans les politiques de prévention. Une dernière fracture émerge sur ces questions-là, qui est celui de l'objet de la lutte et de la prévention contre la radicalisation. Convient-il de focaliser l'attention sur la radicalisation la plus meurtrière, qui est celle du djihadisme, ou faut-il appréhender la radicalisation dans une perspective plus globale? Sur ces questions-là, des lignes de fracture émergent. Dans le réseau Virage, on estime qu'il est extrêmement essentiel d'adresser l'ensemble des formes et des supports de radicalisation, ce qui est en France balbutiant à l'heure actuelle. Malgré toutes ces lignes de fracture et de clivage, il serait
un peu facile d'évacuer le concept de radicalisation en disant qu'il est inutile, il est trop fort, trop vivement critiqué. Quoi qu'on en pense, ce concept est devenu le concept central de la politique publique dans laquelle nous, acteurs de l'intervention sociale, acteurs du milieu sanitaire, nous intervenons. Et elle nous permet d'appréhender malgré tout un phénomène qui met en danger et interroge le fondement même de nos démocraties occidentales. Donc j'en arrive à mon deuxième point sur les définitions. On va quand même essayer de cerner la radicalisation à partir, dans un premier temps, de la définition, j'allais presque dire officielle, adoptée par le ministère de l'Intérieur dès 2014-2015, qui est la définition de Farhad Rosrokavar. Je cite, par radicalisation, on désigne le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste, à contenu politique, social ou religieux, qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. Cette définition, qui était quasiment la seule présente au moment des attentats et qui a donc qui a fait l'objet d'une adoption par les différents pouvoirs publics, amène 3 éléments centraux du phénomène de radicalisation. Tout d'abord, la radicalisation est un processus, c'est-à-dire que on peut se situer au début de ce processus et on peut être très avancé dans ce processus et être proche du passage à l'acte. C'est en effet l'avantage principal de ce concept de radicalisation, c'est que ça nous permet de cerner et de concentrer notre attention sur un ensemble de phénomènes très larges. Et c'est aussi un des problèmes majeurs, c'est que ça va amalgamer des actes et des comportements extrêmement différents qui vont aller donc du refus de la minute de silence à l'attentat lui-même, par exemple, englobé sous le même concept. Le deuxième aspect de cette définition, c'est ce sur quoi on va revenir après, le recours à une idéologie extrême. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend par l'extrémisme. Et le troisième élément essentiel, qui est l'acceptation du recours à la violence. Qui est un élément essentiel qui va nous permettre de distinguer, par exemple, ce qui va ressortir du fondamentalisme et ce qui va ressortir de la radicalisation. Cette définition, donc, nous permet de pointer du doigt un certain nombre de choses. Guillaume Corduan, qui prendra la parole après moi, et Julie Rowling, tous les deux pédopsychiatres, ont proposé une définition alternative que j'aime bien, qui est une définition interactionniste, qui va insister sur la rencontre entre un parcours individuel constitué de vulnérabilité avec un groupe idéologique qui légitime le recours à la violence dans un contexte social, politique et historique favorable. Ce que j'aime bien dans cette définition, c'est la dimension du contexte qui est, et on va y revenir quand on va parler de la France, qui est extrêmement importante à appréhender. Comment ce contexte peut-il nourrir ou constituer un terreau favorable à la radicalisation? Je vous ai mis le lien vers l'article que je vous recommande évidemment de télécharger, qui est très intéressant. On en arrive à présent à mon troisième point dans cette partie qui cherche à borner un peu ce qu'on entend par radicalisation. J'écoutais récemment un ami italien qui travaillait sur les mouvements antispécistes en Europe. Donc, pour rappel, les mouvements antispécistes, ce sont ces ultras du véganisme qui considèrent que on ne peut pas faire de hiérarchie entre les êtres humains et les animaux. Les mêmes droits doivent s'appliquer à toutes et à tous.
Et il étudiait ces mouvements-là et il employait dès 2014 le concept de radicalisation, de radicalité pour les décrire. Et il proposait 6 indicateurs de radicalisation de ces mouvements antispécistes qui me semblent s'adapter tout à fait aux autres types de radicalité qu'on croise dans le réseau viral. Premier indicateur, la colonisation de la vie individuelle par la cause. Autrement dit, on ne pense, on ne mange, on ne vit que à travers la cause. C'est un des indicateurs pour moi majeurs quand il s'agit de repérer la radicalisation. La personne n'est capable de ne se penser qu'à partir de cette idéologie. Le deuxième point, le sentiment de culpabilité quand on n'est pas à la hauteur de l'idéal, qui est quelque chose, je pense, sur lequel le docteur Cordulon pourra revenir, mais ce sentiment de culpabilité est extrêmement important pour maintenir l'adhésion au groupe et l'adhésion aux valeurs de ce groupe. Troisième indicateur, l'importance croissante du groupe dans la détermination du niveau d'engagement, c'est-à-dire le groupe va constituer l'alpha et l'oméga de la vie sociale de l'individu et va donc déterminer l'engagement total de l'individu dans la cause. Quatrième indicateur, évidemment, qui découle du troisième, on va se séparer de ceux qui ne partagent pas la cause. Et c'est évidemment un indicateur sur lequel on revient souvent à juste titre, qui est qu'on va se séparer des sociabilités anciennes, que ce soit sportives, que ce soit religieuses pour un certain nombre en cas de conversion, que ce soit de la famille, évidemment. Et c'est un indicateur extrêmement important. Cinquième indicateur, les efforts ascétiques pour s'améliorer. C'est compliqué d'être radical. Et le corps est marqué par cette radicalité. Ça peut être à travers le port de signes quelconques, que ce soit des tatouages pour l'extrême droite identitaire par exemple, que ce soit le port d'un voile extrêmement couvrant pour le djihadisme, etc. Et enfin, et peut-être surtout, sixième indicateur, la sensation enivrante de posséder une raison pour vivre et pour mourir. C'est quelque chose sur lequel on n'insistera jamais assez. Et dans la prévention et la lutte, quelque chose qu'il faut absolument considérer. C'est les personnes qui s'intègrent dans ce type d'idéologie, ils trouvent un sens qui va leur permettre d'expliquer et d'encadrer leur vision du monde, qui va leur permettre d'expliquer leur vie et leur possible mort. Les faire sortir de ça sans leur donner quelque chose d'alternatif est voué à l'échec. Ce qui amène l'importance de l'accompagnement et de la réponse sociale et d'intégration sociale à la lutte et à la prévention contre la radicalisation. Ces 6 indicateurs, donc, me semblent intéressants parce qu'ils posent la question de ce qui réunit l'ensemble des radicalités. On est là sur des mouvements antispécistes qu'on a peu l'habitude de considérer comme des mouvements radicalisés. Et pourtant, ça nous permet vraiment de montrer que derrière cette multiplicité des formes de radicalisation, il y a un vécu commun qui pose la question de la spécificité de chaque forme de radicalisation pour en revenir à ces fameux débats entre Olivier Roy et Gilles Kepel. Je vais aller relativement vite ici pour ne pas vous abreuver de grands concepts sociologiques. Vous n'êtes pas là pour ça, mais néanmoins, ça me semble important d'essayer de revenir sur ce qu'on entend par extrémisme. Les médias adorent employer une multiplicité de termes. En sociologie, on essaye de définir l'extrémisme de la manière suivante. Et là, je vais m'appuyer entre autres sur Gérald Bronner, qui explique que la pensée extrême, l'extrémisme, c'est l'adhésion radicale à une idée radicale. Autrement dit, à la fois la croyance elle-même est radicale, mais la manière d'y adhérer
la façon dont on l'endosse est elle-même radicale. Qu'est-ce qu'on entend par une croyance radicale? Gérald Bronner explique qu'une croyance n'est radicale que dans un contexte social particulier. Pour donner un exemple, le fait de lapider une femme adultère est considéré en France comme une croyance. Le fait qu'il est bon de lapider une femme adultère est considéré en France comme une pensée, une croyance radicale. Elle ne l'est pas forcément en Arabie Saoudite. Donc toute radicalité s'ancre dans un contexte social particulier. Pour repérer donc une forme radicale, une forme extrême de pensée, de croyance, croyance au sens large, hein, évidemment, dire un petit chat c'est mignon est une forme de croyance hein, pour nous sociologues. Donc cette croyance peut être soit fortement transsubjective, c'est-à-dire partagée par la majorité des gens d'une société donnée, soit faiblement transsubjective, partagée uniquement par un petit groupe. La pensée extrême est évidemment faiblement transsubjective. Elle est peu partagée dans un groupe, dans la société donnée. De la même manière, la croyance, la pensée extrême est fortement sociopathique. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire qu'elle n'admet pas de vision différente du monde. Hein, par exemple, si vous pensez qu'un petit chat c'est mignon et que moi je vous dis non, un petit chat c'est moche, vous allez vraisemblablement pas vouloir me taper dessus. On est donc face à une croyance qui est faiblement sociopathique, c'est-à-dire qu'elle admet des visions différentes du monde. Voilà. Dans la pensée extrême, on va refuser toute vision différente du monde. On va s'enfermer dans cette vision-là et refuser qu'une vision alternative puisse être aussi juste. Donc, pour résumer ce point-là, qui est peut-être un peu théorique, mais qui me semble important, nous sommes en présence d'une pensée extrême, de l'extrémisme, une croyance radicale, lorsque la croyance est à la fois faiblement transsubjective, c'est-à-dire partagée par une minorité, et fortement sociopathique, c'est-à-dire n'admettant pas de vision différente du monde. Pour terminer sur ce point, on a dit que l'extrémisme, c'est à la fois une croyance radicale, ce que je viens d'expliquer, mais aussi une manière d'adhérer à ces croyances radicales, une adhésion radicale. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là la difficulté dans une croyance radicale de mettre sur une même échelle ses valeurs et son intérêt propre. Je prends souvent l'exemple dans nos vies personnelles pour comprendre ce point-là de l'écran dans l'éducation des enfants. On est tous certainement persuadés que trop d'écran c'est pas bien et qu'il vaut mieux jouer avec ses enfants que de les mettre devant un écran. Et pourtant, beaucoup d'entre nous allons laisser les enfants le dimanche matin devant l'écran pour pouvoir faire la grasse mat, alors même qu'on est persuadé que non, ce n'est pas notre valeur. En faisant ça, on met sur une même échelle nos valeurs et notre intérêt en acceptant de corrompre nos valeurs pour notre intérêt personnel. Dans l'adhésion radicale à une croyance, on va refuser de faire ça. Il y a ce que Gérald Bronner appelle une incommensurabilité entre valeurs et intérêts. C'est un des indicateurs intéressants de la radicalisation. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce qu'on entend par extrémisme en sociologie. Alors bien sûr, là, on est sur une approche cognitive de la radicalisation, c'est-à-dire qu'on cherche à comprendre comment l'individu adhère à ses croyances. En sociologie, d'autres approches viennent compléter cela en insistant sur les parcours individuels
des jeunes et sur le fait qu'il y a des jeunes et des moins jeunes, par contre, des personnes en voie de radicalisation ou déjà radicalisées, du fait que chaque parcours de radicalité vient répondre à un besoin spécifique pour les personnes qui se radicalisent. Dans une étude passionnante, Laurent Bonelli et Fabien Carrier ont travaillé sur 130 mineurs de la protection judiciaire de la jeunesse signalés pour radicalisation, donc par le biais d'entreprises terroristes, associations de malfaiteurs en plus de l'entreprise terroriste, pardon, ou apologie du terrorisme, par exemple. Et ils constatent chez ces jeunes que il y a plusieurs formes de radicalisation. Pour certains, et surtout pour certaines, la radicalisation va permettre un apaisement d'une vie chaotique. C'est souvent des jeunes avec des parcours de protection de l'enfance très chaotiques, une vie familiale extrêmement chaotique et une forme extrêmement radicale de religieux, en l'occurrence, va leur permettre d'apaiser un rapport au monde chaotique. C'est ce qu'ils appellent la radicalité apaisante, qui se caractérise par une forte structuration de l'identité, c'est-à-dire que l'objet de la radicalisation, donc là la religion, va structurer fortement l'identité. Mais ça reste une radicalisation individuelle. Dans la radicalité rebelle, Bonelli et Carrier montrent que la radicalisation peut aussi simplement permettre de se séparer d'une famille trop présente qui empêche l'adolescent de s'émanciper et se convertir, par exemple, à l'islam, puisque là, on a beaucoup de convertis parmi ces jeunes, va permettre de poser une rupture impossible autrement d'avec les parents dans un processus adolescent difficile, dans une adolescence difficile. Là, l'identité est faiblement structurée par la radicalisation, mais voilà, ça va être souvent des moments relativement courts, entre 6 mois, 1 an, où l'individu va convoquer cette radicalité de manière très forte, puis l'abandonner. Dans la radicalité agonistique, on est face, on va dire, à un public de quartiers populaires, de bandes de jeunes qui vont trouver dans l'objet de la radicalisation religieuse un moyen de à la fois trouver une place dans cette bande, c'est-à-dire que devenir un peu celui qui sait sur la religion, celui qui oriente le groupe, permet d'obtenir une place dans ce groupe. Et deuxième avantage, tourner vers l'extérieur, ça va permettre d'imposer une crainte. C'est-à-dire que dire face à des policiers, à des instituteurs, Allahu Akbar, c'est beaucoup plus efficace aujourd'hui que nique la police pour leur faire peur, et ça permet à nouveau de conforter une place dans le groupe dans une logique souvent virile et agonistique. Dernière forme d'identité qui est la radicalité utopique, qui est peut-être la plus dangereuse, celle qui a amené le plus de départs en Syrie ou qui a amené le plus de préparation de projets d'attentats, la radicalité utopique, où l'on est face à des jeunes, pour le coup, souvent issus de l'immigration, excellents scolairement, mais qui vont vivre des discriminations très fortes au sein de leur établissement scolaire, qui vont être confrontés à du rejet et qui vont réinvestir dans la radicalité leur excellence scolaire. Donc, on est là face à des jeunes religieusement extrêmement formés et qui vont nourrir une haine de la République face à ce qu'ils considèrent, face à ce qu'ils considèrent comme un abandon, un rejet de la société française, et qui va mener un certain nombre de ces jeunes
à des projets d'attentats certainement les plus construits. Donc voilà, ce deuxième aspect sur la radicalisation nous permet de bien montrer la diversité des parcours de radicalité et de bien insister sur le fait que toujours la radicalité permet de répondre à un besoin propre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Dernier point souvent qui interroge et qui distingue beaucoup d'experts médiatiques, etc., c'est la dimension géopolitique contre la dimension sociale, sociétale de la radicalisation. Un certain nombre d'experts insistent beaucoup sur le fait qu'on a importé d'Arabie Saoudite, d'Égypte, du Pakistan en France dans les années 80-90, 90 surtout, un certain nombre de mouvements fondamentalistes étrangers qui sont venus corrompre, pour ainsi dire, un islam pacifique en France. C'est un fait qui est important, mais qui ne suffit pas à comprendre les enjeux de la radicalisation aujourd'hui. On a aussi en France un contexte social particulier qui va expliquer lui aussi ses parcours et ses trajectoires de radicalisation. Mettre la responsabilité sur ces mouvements type Frères musulmans, Salaf, etc., ne me semble pas juste, tout comme tout mettre sur la responsabilité de la République, par exemple, ou d'une mauvaise compréhension ou interprétation de la laïcité, ne me semble pas non plus juste. Et les deux facteurs viennent évidemment se croiser et faire de la France un contexte social tout à fait particulier à l'échelle mondiale sur ces questions. Alors, pour parler justement et faire le lien avec ce que je viens de dire sur les enjeux actuels et contemporains de la lutte et de la prévention de la radicalisation, deux questions se posent sur la façon dont la laïcité est convoquée dans la lutte et dans la prévention de la radicalisation. Alors déjà, comment cette laïcité est-elle convoquée? Et une question un peu plus sensible, mais qui me semble important de poser pour nous, et peut-être d'autant plus dans le secteur hospitalier, en quoi la laïcité pourrait-elle elle-même être un vecteur de radicalisme? Pour y répondre, dans un premier temps, rappelons que la laïcité, dès les attentats de 2015, est devenue l'un des concepts centraux de prévention de la radicalisation. C'est-à-dire l'idée de se dire que pour lutter contre la radicalisation, il faut promouvoir la laïcité en tant que principe organisateur des relations entre l'État et les religions français. Un principe qui permet à toutes les religions de vivre sur le territoire grâce à la neutralité de la puissance publique qui ne fait pas de différence entre les individus, quelle que soit leur religion ou leur non-religion. Si l'idée semble a priori couler de source, le problème dans lequel on se trouve avec la laïcité, c'est qu'elle est interprétée de manière extrêmement diverse et qu'on a ces derniers temps, depuis 2015, une espèce d'extension du principe de la laïcité, du principe surtout de la neutralité, des agents du service public vers les citoyens eux-mêmes, ce qui est une transformation du principe de la laïcité, une interprétation erronée d'un point de vue juridique, mais qui interroge donc la façon dont la laïcité pourrait elle-même devenir un vecteur de radicalité. Je rappelle sur la slide un peu les différentes étapes de cette convocation de la laïcité dans la prévention de la radicalisation. Je ne vais pas revenir dessus. Plus récemment, on l'a vu par exemple dans le secteur hospitalier avec la mission confiée à Patrick Pelloux sur la radicalisation à l'hôpital. Et c'est vrai que quand on regarde un peu le type d'exemples qui sont donnés pour justifier de cette
de cette crainte pour le secteur hospitalier d'une radicalisation, on est quand même beaucoup sur des questions de laïcité plus que sur des questions de radicalisation violente. Hein. Donc ça pose vraiment des questions, je trouve, sur les termes qu'on emploie et sur ce lien compliqué entre laïcité et radicalisation. Et pour terminer, sur cette focalisation de la politique publique et des discours sur la radicalisation, sur l'islam, qui, et c'est là-dessus que je conclurai mon propos, et nous semble, en tout cas à Virage, fortement contre-productif pour prévenir et lutter contre la radicalisation. Je vais passer cette slide-là si vous avez des questions. Là-dessus, j'y reviendrai juste pour vous expliquer qu'on constate aussi au fur et à mesure du temps qu'on essaye d'intervenir de plus en plus en amont de l'acte terroriste lui-même. C'est donc à la fois quelque chose qu'on peut apprécier, c'est-à-dire qu'évidemment, il vaut mieux éviter qu'il y ait un attentat, mais qui pose des questions sur les libertés publiques. Plus on intervient en amont, plus on va être non pas sur l'acte terroriste lui-même ou sur la préparation, sur l'apologie, etc., mais sur l'idée, sur les croyances des individus eux-mêmes, ce qui pose une question centrale à notre démocratie. Pour conclure mon propos, voilà, j'invite l'ensemble des intervenants dans cette lutte et cette prévention de la radicalisation à être extrêmement attentifs à la polarisation que peut engendrer certaines postures. On sait aujourd'hui que l'extrême droite alimente l'islam fondamentaliste et le djihadisme, tout autant que le djihadisme ou l'islam fondamentaliste alimente les discours d'extrême droite. Ce qu'on vit autour de Éric Zemmour actuellement le confirme largement. Mais cette polarisation peut très bien concerner aussi le complotisme, et le mouvement anti-vax confirme que ce mouvement-là nourrit une défiance vis-à-vis d'institutions et que il est extrêmement compliqué pour ces institutions de réagir à cette méfiance sans la nourrir soi-même. Hein. C'est vraiment une question extrêmement délicate. De la même manière, une laïcité militante et clairement anti-religieuse va nourrir la radicalisation religieuse. Hein. Donc, pour conclure, sur quoi j'attire votre attention, c'est d'être extrêmement attentif à ne pas nourrir cette polarisation, de sortir de la panique morale dans laquelle on se trouve dès qu'il est question d'islam, et de considérer les radicalités dans leur diversité et dans leur ensemble, et ne pas se focaliser uniquement sur une seule forme de radicalité. Les postures militantes qui vont étendre la neutralité à l'ensemble des usagers du service public ont toutes les chances de provoquer ce qu'elles cherchent à prévenir. Une intervention entièrement tournée vers l'islam a toutes les chances de provoquer un sentiment de stigmatisation qui va elle-même nourrir la possible radicalisation. Et voilà, je vais terminer là-dessus. Je resterai là pour pouvoir répondre à toutes vos questions et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Bruno. Donc, on peut effectivement prendre quelques minutes d'échange et questions. Je vous ferai ensuite un petit court panorama des possibilités de nous saisir en matière d'éclairage technique sur des situations comme l'a rapidement mentionné tout à l'heure Madame Guyot en ouverture, et puis des circuits de signalement. Et ensuite, on laissera la parole au docteur Guillaume Corduan qui nous a rejoint pour nous parler plus précisément des modalités d'accompagnement qu'on peut mettre en œuvre et de clinique. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur la première partie de notre matinée ?
questions ou réactions? J'entends que ce soit passionnant. Je vois le commentaire d'une personne dans le chat. Effectivement, c'est important de souligner, je pense que Bruno l'a très bien fait, que au-delà du fait qu'il y a plusieurs formes de radicalisation, le fait de ne travailler que sur une risque d'alimenter les autres. Et donc, c'est important de mettre ce sujet-là en question. Je vais vous dire donc un rapide propos relatif au repérage des situations individuelles inquiétantes. On entend au travers du propos que Bruno Michon vient de déployer qu'il ne s'agit pas que, évidemment, de signes relatifs à l'islam. Ah, je vois juste une question qui est arrivée. La bibliographie, oui, alors il y a quelques éléments dans le PowerPoint, donc qui sera monté et rediffusé en même temps que les propos oraux des différents intervenants. Et on en fait figurer de plus en plus couramment dans nos documents et notamment nos rapports d'activité qui sont en ligne sur le site internet du réseau Virage. Vous pouvez les retrouver à cet endroit-là. Donc, je disais, en matière de repérage des situations individuelles inquiétantes, les différents points auxquels on sera collectivement sensible sont relativement diversifiés, mais c'est vrai que on commence à les analyser de plus en plus finement au fur et à mesure des rencontres et des accompagnements qu'on a pu avoir avec nos partenaires pour des jeunes, des adultes ou des familles concernées. Et je crois que c'est important de souligner que il s'agit de s'interroger sur l'individu et sur son environnement. Alors, quand on entend environnement, souvent, on parle de l'environnement familial, mais on oublie parfois de questionner l'environnement amical. Et on a bien entendu dans le propos de Bruno Michon que le groupe les groupes auxquels les personnes s'intéressent et s'affilient sont intéressants et sont importants. Donc, c'est des questions qu'il faut pas oublier de poser quand on essaye d'évaluer, d'accompagner des personnes sur ces terrains. Guillaume Corduan évoquera, je pense, largement la question des vulnérabilités, des traumas subis, avec une attention au vécu de préjudice que nous qualifions de direct ou indirect, c'est-à-dire que des personnes peuvent endosser pour elles des vécus de préjudice qui ont été ceux de leurs proches, famille ou amis. Les ruptures de parcours, les ruptures liées à une vie familiale et affective, les ruptures liées à des deuils, les ruptures liées à des parcours scolaires compliqués. On sera attentif aussi au discours que les personnes peuvent porter sur des questions de diversité, de tolérance et de liberté de choix pour elles-mêmes et pour les autres. On aura l'occasion d'ailleurs à ce sujet de proposer au réseau un webinaire sur l'outil Et si j'avais tort et le guide qu'on vient de finaliser parce que c'est un outil qu'on a expérimenté depuis plusieurs années qui nous permet de proposer à des groupes de jeunes en prévention de s'exercer et d'ailleurs aux adultes ou aux professionnels, de s'exercer à revenir sur des changements d'avis qu'on a tous vécu théoriquement dans nos cheminements personnels et professionnels. Et c'est à ça qu'on va s'attacher quand on accompagne une personne, d'essayer d'évaluer sa capacité à douter, sa capacité à changer d'avis et sa capacité à supporter que les autres n'aient pas forcément les mêmes postures, les mêmes avis, les mêmes engagements qu'elle.
Et puis en dernier, le discours sur la violence. Comment les personnes s'expriment autour de cette violence idéologique que certains ou certaines mettent en œuvre ou projettent de mettre en œuvre. Est-ce que ils ou elles adhèrent à ces discours légitimant la violence? C'est quelque chose qui va être un indicateur très important pour évaluer des situations inquiétantes. Alors, comme l'a dit Madame Guyot, par rapport à tout ça, l'équipe du réseau Virage est à la disposition de ses partenaires et notamment des hôpitaux, des établissements médico-sociaux, des professionnels de santé et du social au sens très large pour échanger sur des situations qui les préoccupent. Par contre, ce n'est pas nous qui effectuons les signalements. Il faut prendre en compte par rapport à ça le dispositif de signalement qui est appuyé sur le numéro vert 0800 005 696, donc qui existe maintenant depuis 2014. Et sur les correspondants référents des préfectures au niveau local qui peuvent, ainsi que des services de police, recevoir des signalements. Alors chacun en fonction de son institution d'appartenance, ses règles, les règles auxquelles on est tous soumis en matière de signalement, transmission d'informations personnelles, etc., apprécie les circuits qu'il utilise. Dans certains services, les correspondants radicalisation, par exemple, où les professionnels s'adressent directement aux préfectures. Dans d'autres, font le numéro vert. Dans d'autres, s'adressent au parquet ou à la police. L'essentiel dans tout ça nous semble, ça a été dit aussi déjà ce matin, surtout de ne pas rester seul avec une situation et de ne pas, on utilise souvent l'image de passer sous le tapis des questions au motif qu'on ne saurait pas forcément quoi en faire. C'est complexe, mais on a maintenant un certain nombre de professionnels identifiés dans beaucoup d'institutions qui sont ressources et qui peuvent permettre à tout professionnel de terrain d'échanger d'une situation, même de façon anonyme, pour pouvoir avancer. Voilà ce que je voulais vous dire en matière de repérage et de signalement. Je vais laisser la parole maintenant donc au docteur Guillaume Corduan, qui est donc médecin pédopsychiatre des hôpitaux universitaires de Strasbourg et chargé de la coordination clinique de l'équipe du réseau Virage, pour vous parler un petit peu plus pratique, clinique et accompagnement. Il y a une question dans le chat à laquelle peut-être tu pourras répondre, ou je ne sais pas si Bruno veut le faire, mais sur l'évolution au fil des années dans les pratiques et les outils de propagande. Alors on note, moi je dirais comme ça, on note clairement que nous, professionnels qui se sont spécialisés au fil du temps dans ces problématiques, on a évolué et on commence à mieux connaître ces signes et ces pratiques auxquelles on est attentif. Est-ce que la mécanique le processus de radicalisation, lui, a évolué? Ça, je suis pas sûre. Je pense que l'événement majeur, le changement, la transformation majeure, c'est la fin de l'utopie syrienne. C'est-à-dire que les départs sur zone sont quasiment tombés à zéro. Pas tout à fait, mais en tout cas, il y en a beaucoup moins par rapport à 2014-2015. Et donc, ça transforme inévitablement et la propagande de Daesh, qui est beaucoup moins présente, et l'attrait pour l'utopie syrienne. Donc ça, c'est vraiment une transformation majeure. L'enjeu aujourd'hui très important, et je pense que la préfecture de zone de défense confirmerait ce propos, c'est la sortie des
des premières personnes incarcérées depuis leur retour de zone et l'inquiétude qui en découle pour le suivi en milieu ouvert de ces personnes. Sur les techniques de dissimulation, etc., ou les signaux, je ne crois pas qu'il y ait une évolution. Mais peut-être avez-vous des éléments, Guillaume, Delphine, à votre disposition.